Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé une nouvelle vidéo, mais ça me manquait depuis un petit moment déjà. Alors je me suis dit, pourquoi pas se relancer. Cette fois-ci, en plus de parler de films, on va aussi parler de livres, de jeux vidéo, de spectacles, comme j'en aurais vu parfois. Et je pense qu'au fur et à mesure, des sujets totalement différents viendront se glisser dans la chaîne, mais on verra ça plus tard. Pour l'instant, pour cette première vidéo, on va se consacrer sur ce que j'ai pu faire sur le mois de mars. Et on va commencer avec les jeux vidéo, parce que ça va être le plus rapide, il n'y en a que deux. Un très long, un beaucoup moins long. Les deux sont des jeux français, donc c'est assez chouette à mettre en avant. Le premier, qui est le plus long, ça va être aussi, honnêtement, celui dont je vais le moins parler, parce que je pense qu'on l'a vu passer partout sur internet. Donc Clair Obscur Expédition 33. Si vous aimez les univers de fantasy et si vous avez une soixantaine d'heures à consacrer, je vous conseille vraiment de l'essayer si c'est pas déjà le cas. Parce que ce jeu, que ce soit le gameplay, l'histoire, les personnages qui sont profonds, qui sont recherchés, tout est vraiment très abouti. La musique est incroyable, j'ai toujours envie d'ailleurs de l'écouter continuellement. Les personnages sont complexes, sont bien écrits, on est content de découvrir au fur et à mesure des petites parts de leur histoire et de mettre tout ça bout à bout. Gros coup de cœur personnellement pour le personnage de Ciel, tant par son histoire que par la manière dont elle joue. J'avais vraiment beaucoup apprécié, donc si vous aimez ces univers, vraiment essayez ce jeu-là. Et prévoyez quand même donc pas mal de temps. Pour le deuxième jeu, donc toujours en France, c'est un jeu de chez Novabox. C'est un roman graphique interactif, donc on pourrait considérer ça comme un livre dont vous êtes le héros. C'est à peu près la même chose. Vous allez avoir les images avec l'histoire qui est racontée au fur et à mesure. Et très régulièrement, on viendra vous demander un choix, donc que ce soit aller avec tel personnage ou tel personnage, poser une question ou une autre, approfondir un peu plus une recherche pour avoir des réponses. Voilà, ça va être plein de questions et de choix divers qui vont vous ouvrir pas mal de petites pistes différentes, et au fur et à mesure, suivant les réponses que vous donnerez, ça vous amènera à une fin parmi plusieurs fins disponibles. Si vous êtes comme moi, vous aurez envie de refaire le jeu autant de fois qu'il y a de fins, donc bon courage, mais c'est des jeux qui sont assez rapides à faire. Celui-ci est dans un univers assez fantasy, il y en a d'autres qui existent sur des univers un peu différents. Par exemple, ils ont le jeu End of Lives aussi qui est sorti. Pour celui-ci, vous suivez un groupe de personnes qui débarquent sur une île sur laquelle ils veulent essayer d'obtenir les pouvoirs pour devenir chaman. Donc ce sont les divinités de l'île en question qui décident à la fin d'un grand parcours pour traverser l'île, si les personnages méritent ou pas de recevoir leur pouvoir. Vous vous en doutez, la traversée de l'île ne va pas se faire sans embûches et sans pertes, mais l'histoire est vraiment très chouette et j'ai pas encore refait toutes les fins, mais je sais que je vais toutes les faire et que je vais faire probablement tous les jeux de chez Novabox qui sont vraiment très bien écrits. Donc si vous aimez les livres, vous n'avez pas besoin de savoir jouer aux jeux vidéo pour jouer à ce livre, vraiment pour jouer à ce jeu. La seule obligation, c'est de savoir lire. Ensuite, on va partir sur les films. Je reprends mon petit carnet. Alors le premier, c'est un tout petit peu de la triche puisqu'il est sorti fin février, mais j'avais vraiment envie d'en parler dans cette première vidéo. Il s'agit de Un monde fragile et merveilleux de Cyril Harris. Dans ce film, on suit Nino et Yasmina qui se rencontrent quand ils sont enfants et qui deviennent l'un pour l'autre le premier amour. Mais du jour au lendemain, Yasmina va disparaître. 20 ans plus tard, enfin un petit bond dans le temps, les deux personnages vont se recroiser et vont immédiatement retomber amoureux l'un de l'autre, sauf qu'ils vivent à Beyrouth au Liban, et à travers leur histoire, le film nous montre à quel point l'actualité d'un pays s'immisce dans des questionnements très intimes, et à quel point ça complexifie une histoire qui aurait dû être évidente. Ce film est une comédie romantique qui est assez facile dans sa construction, mais qui n'en est pas moins touchante, notamment, je trouve, grâce aux deux personnages principaux qui ont une vraie alchimie. Avec moi, ça a vraiment très bien fonctionné, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. C'est aussi ce film une très belle déclaration d'amour de Cyril Harris, le réalisateur, à son pays, le Liban. Dans cette histoire, il remet l'impact d'une guerre à l'échelle d'une vie humaine avec les difficultés et les questionnements que ça va impliquer pour cette vie. Notamment, est-ce que je quitte ce pays dans lequel je suis née, dans lequel j'ai grandi, ce pays que j'aime? Est-ce que je le quitte parce qu'il est en guerre? Ce sont des questionnements qui sont difficiles, mais ça fait partie du quotidien de ces personnes
Le réalisateur a 38 ans, il est né dans un pays en guerre, il a grandi dans un pays en guerre, il est aujourd'hui dans un pays en guerre, et c'est tout simplement son quotidien qu'il nous montre dans ce film. Je trouve ça très important de pouvoir voir ce genre d'histoire au cinéma, qui ne nous montre pas des choses qui sont uniquement passées, mais des choses qui sont aussi d'actualité. Le film traite sur un sujet de plus de 20 ans, et du début à la fin, c'est la guerre, et le jour où le film est au cinéma, c'est toujours un pays en guerre. Donc je trouve ça quand même très important de le montrer. Deuxième film, Scarlett et l'éternité du réalisateur Mamoru Hosoda. Scarlett est une princesse dans une époque médiévale qui veut mener une vengeance contre l'assassin de son père. Malheureusement, les choses ne se déroulent pas très bien et c'est elle qui finit au royaume des morts. C'est un royaume de transition entre les vivants et les morts. Elle décide cependant dans ce royaume de continuer à poursuivre sa vengeance puisque c'est un endroit où obligatoirement on passe à un moment ou à un autre. Donc l'assassin de son père va passer par là. Ce film est une réécriture de Hamlet de William Shakespeare, donc j'avoue que j'avais des attentes de quelque chose d'assez sombre et d'assez profond. C'est pas vraiment le cas. C'est assez cohérent avec les réalisations de Mamoru Hosoda, mais je pense que je m'attendais à quelque chose de plus, ce qui du coup m'a déçue. J'aime énormément le travail de Mamoru Hosoda, ou plutôt j'aimais beaucoup son travail. Je trouve que dans ses premiers films, il allait plus en profondeur dans ce qu'il pouvait apporter. Depuis Mirai, je suis assez déçue par ses réalisations, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord, notamment sur Belle, mais personnellement c'est pas un film qui a réussi à me transporter. Un autre point qui m'a beaucoup dérangé dans le film, c'est les différents styles visuels. Il y en a deux vraiment dans le film. Il y a des moments où les dessins sont très beaux, très détaillés, avec un grain que je trouve vraiment très beau, et ces dessins-là, les paysages, les personnages, ils sont incroyables à ce moment-là. Sauf que, plan d'après, on a un personnage, un dessin qui est très minimaliste, qui est pas détaillé, et en fait, à chaque fois qu'il y avait cette bascule d'un style à l'autre, je sortais du film. Un autre point plus petit qui m'a un peu chagriné dans ce film, c'est que j'ai pas eu de réponse à toutes les questions, ça en soi ça me dérange pas, mais il y en a une qui m'a vraiment perturbée tout le long du film. Scarlett, dans son aventure, va être rejointe, accompagnée par un personnage, par un garçon qui viendrait approximativement de notre époque. Sauf que c'est le seul. Dans ce royaume des morts, on a des personnages qui viennent de plein d'époques différentes. Mais il y en a un seul qui vient de notre époque. Ils sont où tous les autres? Et vraiment, je voulais que le film m'apporte cette réponse parce que je ne comprenais pas pendant toute l'histoire, pendant tout le visionnement, pourquoi il y a plein de personnes du Moyen-Âge, de la préhistoire, de la Renaissance, et pourquoi il y en a un seul de notre époque actuelle. Vraiment, voilà, ça m'a perturbée tout le long du film, vous verrez que ça m'a vraiment beaucoup contrariée, mais j'ai pas ma réponse, donc si vous avez une explication, je la prends. Dernier point qui lui par contre m'a vraiment beaucoup dérangé, c'est sur la fin. Alors évidemment je vais pas vous raconter la fin, je vais pas vous spoiler le film, mais je pense que je vais ouvrir une catégorie de films bisounours. Pour moi le film se veut trop peace and love, se veut trop belle fin, bisounours, voilà, tout va bien, tout est beau, et ça marche pas du tout avec moi. Vraiment, je suis désolée, mais ça marche pas. Donc, premier film dans la catégorie film bisounours. Ce sera pas le seul. On reste ensuite toujours au Japon avec Love and Trial du réalisateur Koji Fukada. Dans ce film, on suit Mei, qui est une jeune idole en pleine ascension et qui va commettre l'irréparable en tombant amoureuse et en se mettant en couple alors que son contrat le lui interdit formellement. Elle va être traînée en justice par son agence et on va suivre son combat pour essayer de défendre un droit qui paraît pourtant assez anodin, celui d'aimer. J'ai 2 points négatifs et 2 points positifs pour ce film. On va commencer par les points positifs. Le premier, c'est que l'actrice qui joue Mei est une ancienne chanteuse d'un groupe d'idoles. Donc c'est assez cohérent qu'elle ait envie de porter ce message-là. Autre point positif, c'est justement le sujet en question. C'est un sujet qui n'est pas forcément hyper connu à l'international, sauf quand on s'intéresse au groupe d'idoles ou qu'on s'intéresse à la culture japonaise, mais je trouve ça intéressant de montrer à travers le monde qu'il y a ce genre de clauses qui peuvent apparaître sur des contrats dans un pays. Je trouve ça assez intéressant, donc sur le papier ça c'était très chouette. On va passer au point négatif maintenant. Le premier,
Pour revenir aux acteurs, c'est que oui, c'est une ancienne chanteuse d'idol. Par contre, que ce soit elle ou le garçon, bah ils ont aucun charisme. Elle a pas du tout de charisme, lui non plus. L'alchimie entre eux, pour moi, elle est inexistante. Et du coup, plus le film avançait, plus je l'ai regardé, et plus je me disais, bah je m'en fiche un peu de ce qui va leur arriver, quoi. Et du coup, quand le film entier repose sur 2 personnages, mais que ces 2 personnages-là, bah t'en as rien à faire, c'est compliqué. Autre point négatif, c'est donc un film qui traite de musique. Il y a surtout une chanson qui revient tout au long du film, et je l'ai trouvé vraiment très très fade. Et je trouve ça vraiment dommage, parce qu'il aurait pu avoir quelque chose d'hyper moderne, d'hyper... j'allais dire d'hyper pop, oui c'est un peu ça, de vraiment quelque chose d'entraînant. Et je trouve qu'il s'est vraiment loupé sur ça. Changement de style avec le prochain film, puisque c'est Les rayons et les ombres de Xavier Giannoli. On découvre Corinne Lucher qui va nous raconter son histoire ainsi que celle de son père au cours de la Seconde Guerre mondiale. Elle va nous montrer les choix que son père, Jean, journaliste, va prendre avant et pendant la guerre et qui vont leur apporter une vie certes confortable sur le plan matériel, mais plutôt dangereuse et risquée sur le plan humain. Les acteurs pour les 3 gros rôles principaux pour moi sont vraiment très très bien choisis, que ce soit Jean Dujardin dans ce rôle très sérieux et assez sombre, ou Natsuya Golubeva ou Auguste Diel qui joue l'ami allemand. Pour moi les 3 acteurs sont vraiment très bien choisis et fonctionnent tous ensemble. Je suppose que ce film a dû déranger certaines personnes, un peu comme la zone d'intérêt, puisque on humanise des personnes qui sont du mauvais côté de l'histoire. Mais personnellement, je trouve ça important de remontrer, surtout aujourd'hui, que des propos qui sont dits par une personne peuvent avoir un impact sur le pays, voire plus grand encore que ça. Je trouve que c'est vraiment important aujourd'hui de remettre ça en avant. C'est aussi important, et ça le film le fait très très bien, de remontrer qu'une personne qui peut avoir les meilleures intentions du monde à la base, elle peut vriller, elle peut changer d'avis, et elle peut entraîner des personnes avec elle. Elle peut juste devenir dangereuse. Le réalisateur montre aussi très bien dans ce film à quel point ça peut être facile de fermer les yeux sur des choses que l'on n'a pas envie de voir, et de juste répondre plus tard « moi je savais pas ». Oui, mais est-ce que tu as cherché à savoir ? C'est pas évident pour un réalisateur d'humaniser des personnes qui ont eu un impact négatif sur l'histoire et sur la Seconde Guerre mondiale, mais je trouve qu'ici le réalisateur le fait avec brio, sans pour autant nous amener à apprécier, à aimer les personnes qui ont glissé vers le fascisme. Ça nous fait réfléchir, ça remet des choses en perspective aussi, et surtout ça peut développer le regard critique qu'on peut avoir sur des situations, sur des propos qui sont dits, sur des prises de position. Donc encore une fois, ça je trouve qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est extrêmement important. Dernier film que j'ai vu au cinéma, pas dernier film dont je vais parler parce que j'ai envie de finir sur un point positif. Dernier film que j'ai vu, c'est Jumpers de Daniel Chong, qui est le dernier film des studios Disney Pixar. Dans ce film, on suit Mabel qui veut sauver son petit coin de paradis rempli d'animaux, puisque le maire de sa ville a décidé de construire une déviation à cet emplacement-là. Elle va se retrouver, grâce à une technologie, à insérer son esprit, son âme dans un robot castor, et ainsi pouvoir communiquer avec l'ensemble des animaux. Ce film rentre lui aussi dans la catégorie les films bisounours de Sophie. Il m'a bien fait rire par contre, je dois bien lui reconnaître ça. Alors, pour ceux qui ont vu le film, le fou rire que j'ai eu le plus long, qui a été très long à stopper, c'est la scène avec la reine des insectes. Je m'y attendais pas, dites-moi si ça a été pareil pour vous. Le premier gros point qui me dérange dans les films aujourd'hui de chez Disney Pixar, c'est que les personnages sont hyper lisses, je parle dans la conception. Ils sont tout ronds, tout lisses, il n'y a pas vraiment d'expression, il n'y a pas de particularité sur leur visage, et ce sont les mêmes qu'on retrouve quasiment d'un film à l'autre. Si j'avais attendu de voir avec ce film un film des studios Disney ou des studios Pixar d'il y a 15 ans, j'aurais été excessivement déçue par le film. Mais, pour être tout à fait sincère, ça fait pas mal d'années maintenant que j'ai fait mon deuil sur les films Disney et Pixar. Pour moi, aujourd'hui, ils ne peuvent plus m'apporter ce qu'ils m'apportaient avant, ils n'ont plus la même qualité.
Et c'est très dommage, mais c'est comme ça depuis suffisamment longtemps pour que j'ai pu faire mon deuil. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Aujourd'hui, si j'ai envie de voir un vrai bon et beau film d'animation, bah c'est pas vers Disney ou Pixar que je vais me diriger, ou alors je vais revoir d'anciens films, mais j'irai voir des films de Tom Moore, de Miyazaki, de Hosoda quand il en fait des bons. Je vais aller voir des petits réalisateurs indépendants, mais je n'irai plus vers Disney ou Pixar. Mais encore une fois, ce film pour moi fait partie de la catégorie des films bisounours, parce qu'il traite de sujets importants, comme l'impact d'une décision humaine sur tout un écosystème, ou l'entente entre les humains et la nature. Sauf que ici, bah tout va bien, on peut finir par s'entendre, partons main dans la main, gaiement cueillir des pâquerettes dans les champs, et ça pour moi, ça fonctionne pas du tout. Et pour terminer avec les films, on va parler de mon coup de cœur sur ce mois-ci. Alors je l'ai vu il y a vraiment longtemps, donc j'aurai peut-être quelques flous, mais il s'agit de l'Odyssée de Céleste de Kid Koala. C'est un film sans parole où la musique a une place centrale, ce qui est assez logique quand on sait que le réalisateur Kid Koala est un musicien canadien. On va suivre Céleste qui fait des études pour devenir astronaute puisque sa mère était elle-même astronaute, mais elle a disparu quand Céleste était enfant au cours d'une de ses missions dans l'espace. Du coup, Céleste voudrait pouvoir retrouver des traces de sa mère et comprendre ce qui lui est arrivé. On va suivre en même temps dans ce film l'histoire de son robot qui est avec Céleste depuis qu'elle est née, qui lui a servi à la disparition de sa mère, de nounou, puis de meilleur ami, de papa, de maman. Voilà, il avait un peu tous les rôles et on va suivre du coup ces deux histoires en parallèle, celle de Céleste qui part seule dans l'espace et celle du robot seul sur Terre qui attend le retour de Céleste et qui essaye de continuer sa vie. Le style de ce film est très minimaliste, mais pour moi c'est tout ce qu'il fallait pour que l'on puisse se focaliser sur le récit. Ce n'est pas une histoire joyeuse, c'est une histoire qui est mélancolique, mais qui est tendre, qui est remplie de tendresse, et on prend plaisir à découvrir les liens entre les deux personnages et ce qu'ils vont devenir même quand ils sont plus ensemble. Encore une fois, on aborde des sujets importants, comme dans beaucoup de films. Ici, on va aborder le deuil, on va aborder la solitude, on va aborder la transmission et aussi le fait de laisser des choses derrière soi quand on grandit. Si vous avez aimé des films comme Arco ou comme Flow, il y a de fortes chances pour que le film L'Odyssée de Céleste vous plaise aussi. Il faut pas avoir les mêmes attentes, ça traite pas des mêmes choses ni de la même manière, mais c'est une valeur assez sûre. Flow est sûrement plus poétique et plus abouti peut-être sur certains points. Arco, lui, est beaucoup plus entraînant, beaucoup plus coloré, beaucoup plus flamboyant. Mais les trois se rejoignent quand même dans les émotions qu'ils peuvent vous faire vivre. Pour vous montrer un exemple, le film de Kid Koala, L'Odyssée Céleste, est tiré de son illustré qu'il a réalisé il y a quelques années, illustré où il a en fait le disque avec toute la musique. Donc, je vous montre quelques... Je sais pas si on va bien voir quelques images. Et c'est vraiment exactement la même chose dans le film, les mêmes esthétiques, les mêmes... Hop. C'est vraiment similaire et les deux sont très beaux. Space Cadet, c'est le titre original que le film avait aussi. Quand moi je l'ai vu, il avait encore ce titre-là. Malheureusement, il y a un autre film qui s'appelle Space Cadet, du coup ils ont dû changer le titre. En tout cas, pour moi, ça a été un très gros coup de cœur et je sais que c'est un film qui est assez peu vu, qui n'a pas été mis en avant. C'est un réalisateur qui fait un premier film, qui n'est pas connu non plus en France, donc vraiment... Si vous avez encore l'opportunité de voir ce film en salle, mais courez le voir et dites-moi si vous l'avez aimé, parce que pour moi, ça a été un très grand coup de cœur. On va passer au livre, ça risque d'être un petit peu long aussi, puisque j'en ai lu 8, écouté 2, donc ça fait une bonne quantité. Le tout premier que j'ai lu